J'invite maintenant, pour parler de la société, après avoir parlé de l'économie, pour parler de la société, avec naturellement la dimension des sociétés civiles, le docteur Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo, président de DNA Vision, intellectuel bien connu dans notre pays. Je vous en prie, venez vous installer, vous êtes ici. Mon cher docteur, soyez le bienvenu, je n'ai pas encore l'occasion de vous saluer. Merci. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, et notamment un ouvrage avec Jean-François Copé, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. J'invite Dominique Bussereau, l'ancien ministre, le président de l'Institut français de la gouvernance publique, charentais d'excellence, à venir nous rejoindre pour parler des collectivités locales. Le professeur Jean Garrigue, professeur des universités émérite d'Orléans, grand spécialiste de la Troisième République et du droit constitutionnel, à nous faire le bonheur d'être présent dans ce débat. Et j'invite Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre, de bien vouloir venir également à cette table ronde où je demande à Catherine Dumas de bien vouloir nous rejoindre. Catherine Dumas est sénatrice de Paris. Elle est vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, un poste très important qui fut occupé dans le passé par des gens tout à fait estimables. Donc, nous allons discuter ensemble un peu sur les questions de société et nous allons commencer avec le docteur Alexandre qui connaît les questions sur l'intelligence artificielle de manière particulièrement pertinente. Je voudrais lui poser comme première question sur ces débats, si finalement, puisqu'on sent bien que le politique est malade dans notre société, qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais le politique avait autrefois le monopole un peu de la stratégie, avait le monopole des connaissances, qui était la capacité à structurer des discours, à bâtir des projets, voire des plans, à avoir une capacité qui aujourd'hui est accessible avec tout le monde grâce à l'intelligence artificielle. Donc au fond, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas faire exploser la politique? Est-ce que finalement, cette essence même de la politique, qu'est la pensée structurée, elle ne va pas devenir accessible à tous et à tous et finalement échapper un peu à la politique? Ce qui permettrait peut-être de régénérer un peu la politique en l'ouvrant davantage sur la société. Comment vous réagissez à cette réflexion? Alors, ma vision du rapport entre la politique et l'IA, on l'a beaucoup développé avec Jean-François Copé dans notre livre « L'IA va-t-elle tuer la démocratie ?» où on avait déjà, il y a 6 ans, abordé toutes les questions géopolitiques, de souveraineté, les questions industrielles, les questions éducatives qui se posent aujourd'hui et dont tout le monde s'est foutu, que personne n'a adressé parce que la politique résonnait à 50 ans du temps du général de Gaulle et de Georges Pompidou, et de Valéry Giscard d'Estaing, et puis elle s'est mise à raisonner à de plus en plus court terme. Et aujourd'hui, on voit bien, notamment depuis la dissolution magnifiquement réussie il y a 1 an et demi, la politique résonne à 15 jours. Donc les grands enjeux régaliens qui sont aujourd'hui les enjeux technologiques, car le nouveau régalien, c'est la technologie, y compris sur le plan militaire. Et on le voit très bien, quand le test fait par l'US Armée a montré que les F-16 intégralement pilotés par intelligence artificielle écrabouillaient les F-16 pilotés par les meilleurs pilotes américains, ce qui pose d'immenses questions pour l'avenir industriel de Dassault. L'IA, ce n'est pas un truc pour petits-enfants. L'intelligence artificielle, c'est le cœur de la géopolitique et le cœur de la géoéconomie. L'IA, c'est la guerre. Nous sommes dans une guerre technologique et nous l'avons perdue. La Silicon Valley investit chaque jour $1 milliard en recherche en intelligence artificielle. L'Union européenne a mis un budget de 35 millions au début de l'été. $1 milliard par jour. La Silicon Valley investit 360 milliards en recherche par an. Il ne faut pas nous étonner que nous soyons des crapauds numériques au moment où l'intelligence artificielle entraîne une révolution schumpeterienne, une révolution civilisationnelle et une révolution anthropologique, comme le dit le prix Nobel qui a fondé les réseaux de neurones profonds, Geoffrey Hinton,
Nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre, nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre. Reste à savoir si Monseigneur Rouget donnera le baptême aux intelligences artificielles demain, comme de nombreux théologiens le proposent aujourd'hui. L'IA est le levier du pouvoir demain, et notre prospérité et celle de nos gamins dépend étroitement de notre puissance en IA. Il y a des opportunités extraordinaires. Beaucoup de gens dans la Silicon Valley pensent que la croissance économique pourrait atteindre, grâce à l'IA, 20% par an, grâce à ce qu'on appelle la super-intelligence artificielle. Mais il y a de nombreux risques, et notamment des risques de décrochage pour l'Europe, parce que l'Europe n'a absolument pas compris cet enjeu. Et je suis en désaccord complet avec ce qu'a dit le ministre Martin. Nous avons tué l'industrie du numérique en Europe avec le RGPD LI Act. Et nous avons donné un Reich numérique de 1000 ans à la Silicon Valley et à la Chine. Et on en voit tous les jours les résultats. Le problème n'est pas de réguler Google et les autres, c'est d'avoir des Google européens, des ChatGPT européens. Or, nous ne les avons pas. Nous sommes les leaders mondiaux de la bienveillance, de la morale, de l'éthique. Mais on est nuls en industrie, en technologie. On est nuls en IA globalement, malgré la qualité de nos chercheurs. Les problèmes que pose l'IA, on les avait très bien évoqués avec Jean-François Copé déjà. La démocratie est transformée et on voit à quel point les plateformes dopées à l'intelligence artificielle menacent le réel. Mais on a plein d'autres enjeux. La société va être bouleversée par la gratuité de l'intelligence. Nous sommes face à une tempête d'intelligence. Le prix de l'intelligence artificielle de niveau GPT-4 a été divisé par 1000 en 18 mois. La puissance électrique nécessaire pour faire une requête sur Gemini, l'intelligence artificielle de Google, a été divisée par 40 en 12 mois. L'intelligence devient gratuite. Et l'intelligence nous dépasse. Je vous rappelle que le dernier modèle de ChatGPT 5 Pro, à 148 de quotient intellectuel, il est plus intelligent que 99,93% des Français, ce qui pose un énorme problème pour les cols blancs, mais également pour les cols bleus, car les robots dotés de super-intelligence artificielle arrivent. J'avais d'ailleurs écrit un papier dans Le Figaro, au titre évocateur, où j'expliquais que les robots allaient avoir demain l'intelligence d'un polytechnicien, ce qui sera un petit peu challenging pour nos ouvriers, pour nos cols bleus. La souveraineté, elle est illusoire. Si on continue à sortir poncif sur la protection par l'Europe, poncif bienveillant sur la complémentarité entre l'homme et la machine, nous avons un gros problème. Nous ne sommes pas complémentaires avec l'intelligence artificielle. Alors moi, je suis en fin de carrière. Je suis pas très loin du sonotone, du déambulateur et de l'entrée d'Orpea, mais en tant que père de famille nombreuse, tout ceci m'inquiète pour l'avenir des futures générations, pour l'avenir de nos enfants. Si vous prenez mon domaine, qui est le domaine de la médecine, vous allez tout de suite comprendre le problème auquel on est confronté. J'étais comme tout le monde, et même si l'IA est un domaine que je connais bien depuis très longtemps, j'étais persuadé qu'intelligence artificielle plus homme, ça ferait toujours mieux que intelligence artificielle sans humain. Le problème, c'est que c'est juste le contraire, ce qui pose un énorme problème civilisationnel et éducatif. Si vous prenez mon bac à sable, la médecine, et tout ceci me désole car j'ai passé 11 ans pour avoir la qualification en chirurgie, même si ça fait très longtemps d'aujourd'hui. L'avant-dernier modèle de ChatGPT, O3, est 4 fois meilleur pour faire un diagnostic que les médecins spécialistes. 4 fois meilleur. Il n'y a pas photo. Moi, personnellement, je suis écrabouillé par ChatGPT. Je suis incapable, en tant que médecin, d'égaler ChatGPT. Je suis incapable. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que intelligence artificielle plus médecin, ça fait 15% de bons diagnostics en moins que l'intelligence artificielle sans médecin. Ce qui veut dire que le poncif dont je parlais tout à l'heure, nous allons toujours apporter une valeur ajoutée à l'IA, et l'IA plus un travailleur humain, ce sera mieux que l'IA toute seule. C'est l'idée du travailleur augmenté, c'est tout à fait sympathique, sauf que c'est une connerie mensongère.
ce qui suppose de beaucoup réfléchir à l'avenir de l'école et par exemple à l'avenir des facultés de médecine. Car aujourd'hui, pragmatiquement, les facultés de médecine forment des médecins après 10 ans d'études qui sont beaucoup moins bien que l'IA, ce qui est embêtant mais pas gravissime, mais surtout qui, additionnés à l'IA, font moins bien que l'intelligence artificielle tout seul. Notre problème face à l'éducation, vous le connaissez, Allègre a longtemps parlé du mammouth, mais on n'a pas beaucoup touché au mammouth. Comment, quand l'intelligence artificielle galope et au printemps dernier, ChatGPT gagnait 1 point de quotient intellectuel chaque semaine, comment réforme-t-on l'université à la vitesse de la technologie? Et le problème n'est pas tellement de mettre de l'intelligence artificielle dans les cursus, de mettre de l'intelligence artificielle dans les technologies éducatives. Le problème à court terme, c'est de réfléchir aux métiers que nos gamins vont faire dans un monde où l'intelligence artificielle ne vaut rien, est plus intelligente que nous, et dans un monde où le travail humain est extrêmement cher, avec une génération Z qui n'est pas toujours demandeuse d'énormément de travail. Vous voyez que nous avons des enjeux de souveraineté, des enjeux militaires, de réorganisation de l'économie, de l'éducation, mais derrière, ce qu'on avait je crois, bien expliqué déjà avec Jean-François en 2019, nous avons aussi des enjeux civilisationnels. J'ai parlé des milliards que la Silicon Valley met en continu, par jet continu dans l'intelligence artificielle. 1 milliard de dollars en recherche par jour, ça fait beaucoup, beaucoup de pognon. Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, Facebook, le mois dernier a proposé plus d'1 milliard de dollars, un chèque de plus d'1 milliard de dollars à 3 jeunes informaticiens talentueux. 1 milliard chacun. Dans la Silicon Valley, les salaires au-dessus de 100 millions se multiplient chez les bons informaticiens, pas chez les seconds couteaux, bien évidemment. Pendant ce temps-là, au CNRS et à l'INRIA, les jeunes X qui rentrent ou les jeunes normaliens qui rentrent, ils sont à 3 500 par mois. Tout ceci est absolument et totalement suicidaire. Mais le problème qui me semble le plus important et auquel, en tant que libéraux, nous devons réfléchir, car il pose des problèmes de dignité humaine. Le patron de la superintelligence artificielle chez Meta Facebook, doté de 500 milliards de budget donné par Mark Zuckerberg pour les prochains trimestres, a donné une interview récemment où il expliquait qu'il avait retardé son premier enfant. Car, explique-t-il, il serait indigne que je fasse un bébé maintenant, alors même que les technologies d'augmentation cérébrale comme Neuralink, les implants intracérébraux d'Elon Musk, ne sont pas encore au point. Je serais un mauvais père, explique-t-il, si je faisais mes bébés avant que les prothèses intracérébrales d'Elon Musk ne soient au point. Car face à la superintelligence artificielle que nous construisons en ce moment, mes enfants n'auraient pas leur place dans la société de demain. Vous voyez que derrière les enjeux de souveraineté, derrière les enjeux technologiques, il y a des modèles de société, il y a des enjeux civilisationnels et anthropologiques absolument majeurs. Et tout ça se fait loin de nous, car nous sommes totalement et définitivement largués si nous ne ressaisissons pas. Nous avons choisi la voie d'une décroissance débile, au moment où la croissance va exploser par la superintelligence artificielle. Nous avons choisi une écologie punitive suicidaire. Nous avons très très bien réussi à détruire l'industrie automobile européenne en 15 ans, vous le savez bien. La législation de type AI Act et RGPD dont je parlais a tué l'industrie du numérique européenne. Il faut aujourd'hui nous ressaisir. Nous ne pouvons pas laisser à nos gamins une Europe minable en IA, qui ne serait leader que dans la régulation technologique, leader de la morale des poncifs bienveillants, en laissant à la Chine et à la Californie la construction du monde de demain, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous devons surfer sur cette extraordinaire vague technologique. Ça suppose un changement complet de point de vue de nos élites françaises et européennes. La décroissance verte conne, il faut dire non, parce que c'est suicidaire pour nos enfants.
Il faut, excusez-moi d'être agressif, il y a quelques politiques ici et quelques fonctionnaires. J'ai la conviction que ce que j'écrivais dans la revue des anciens élèves de l'ENA, il y a quelques semaines, est vrai. Il faut limoger tous les ministres qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle, et c'est une majorité du gouvernement. Il faut limoger tous les préfets qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle, c'est une majorité des préfets. Il faut limoger les hauts fonctionnaires qui ne savent pas se servir de ChatGPT, c'est une majorité. Il faut limoger les officiers supérieurs qui ne maîtrisent pas l'IA, et c'est une majorité. L'avenir de nos enfants dépend de ce ressaisissement. Notre société doit encadrer, organiser cette société nouvelle. Nous ne devons pas devenir des castrats technologiques dans un monde contrôlé par la Californie et la Chine. La France doit retrouver l'essor technologique de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, qui ont construit une France moderne. Nous devons retrouver cet élan-là. Il y va de l'avenir de nos gamins. Nous avons une responsabilité absolument majeure. Nous ne pouvons pas laisser en place des élites technophobes. Un haut fonctionnaire qui ne connaît pas bien ChatGPT est dangereux pour la France, dangereux pour le futur de nos enfants. Merci, monsieur. Chers amis, nous étions en train de réfléchir comment mettre de l'autorité tout en gardant un peu de bienveillance dans le débat. Eh bien, nous avons eu une démonstration de ce qu'est un discours d'autorité. Mais néanmoins, on pourra parler de quelques amendements, parce qu'il va falloir travailler sur qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens limogés, parce que finalement, ils vont être plus nombreux que les autres. Ça n'est pas obligatoire, ça n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Ce qui est quand même très important dans ce discours, c'est qu'on voit l'importance qui est donnée, et ici avec force, l'importance de cette révolution qui remet en cause beaucoup de nos pensées. Et notamment, je pense que notre vie politique va être secouée aussi par cela. Parce qu'au fond, on voit bien que déjà, et avant cela, il y avait une crise du politique dans nos pays, pas seulement chez nous, mais c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux États-Unis, etc. Et là, je voudrais interroger Dominique Bussereau sur ce sujet de la crise politique pour voir comment on peut essayer de réconcilier les citoyens avec le système politique et notamment comment la société civile peut aujourd'hui, avec les collectivités locales, reprendre une place qui est quelque peu perdue aujourd'hui dans la crédibilité, dans la capacité aujourd'hui de diriger. Parce que le docteur Alexandre disait récemment dans Le Figaro que l'intelligence artificielle était 4 fois plus forte que lui. Maintenant, les députés vont avoir des intelligences artificielles 80 fois plus fortes qu'eux. Donc ça va quand même être assez compliqué. Comment on peut redonner, mon cher Dominique, de la force à tout cela, et notamment dans le rôle des collectivités territoriales et de la démocratie locale? Merci Jean-Pierre. Je vais être moins intelligent que mon voisin de droite, au sens géographique du terme, et peut-être plus terre à terre. Moi, je crois que notre démocratie française, pour reprendre le terme du livre de Giscard paru en 1976, est bien malade, et que le recours à la société civile, qui est souvent prôné de ci, de là, n'est pas la solution. Parce que d'abord, la société civile, à mes yeux, ça ne veut rien dire. On est tous de la société civile. Un homme politique est aussi père de famille, il a travaillé, il retravaillera. Le cumul de mandats évite les carrières trop longues, l'absence de cumul de mandats. Et donc, la société civile en elle-même, pour moderniser la démocratie, n'est pas exemplaire. Les exemples, d'ailleurs, à part 3 exceptions, dont 2 sont ici, Éric Dupond-Moretti et Laurent Saint-Martin, et je pense à Jean-Michel Blanquer, qui est en pleine université d'été à Autun, montraient que quand les hommes politiques venus de la société civile avaient un talent politique, une passion, une expérience politique, ils servaient à faire bouger les choses. Quand ils étaient uniquement
des cautions dans un gouvernement. Nous en avons connu, Jean-Pierre, toi et moi, de nombreux. C'était parfois moins utile à la cause commune. Donc, je ne crois pas que la réponse à la crise de la démocratie, c'est de dire donnons le pouvoir à une société civile un peu illusoire. On est dans une démocratie française malade, avec un exécutif affaibli du président au gouvernement, qui est malheureusement en sursis, une Assemblée nationale qui n'est pas du tout dans l'esprit de la Ve République, c'est-à-dire qu'elle est tellement émiettée qu'il n'y a pas de majorité pour gouverner. Donc ça veut dire que le fragile équilibre construit par Michel Debré ne fonctionne plus. Ça fonctionnait quand exécutif et majorité parlementaire, en tout cas l'Assemblée nationale, était sur la même longueur d'onde. Heureusement, chère Catherine, il y a le Sénat, qui est le lieu de toutes les sagesses. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, où en réalité se fait la loi. Et malheureusement, des partis politiques très faibles, très peu organisés. Le président de la République n'a jamais voulu organiser sa famille politique. Les grands partis traditionnels de la Ve République sont un peu l'ombre de ce qu'ils étaient. Et en plus, ils ont complètement oublié ce qui est l'essentiel d'un parti politique, c'est-à-dire faire de la formation, apprendre aux gens à parler, à s'exprimer, à réfléchir, à maîtriser des nouveaux concepts comme l'intelligence artificielle. Les universités d'été des partis politiques sont devenues des meetings de rentrée et non plus des lieux de formation. Et heureusement, l'université d'été en cours du MEDEF montre qu'on peut faire autrement, condition de prendre son temps et de faire les choses sous une forme distincte du meeting. Donc, à partir du moment où la démocratie nationale fonctionne mal, je pense que la démocratie locale est à fortifier. Ce n'est pas devant Jean-Pierre Raffarin que je dirais du mal du poids des régions. On a cru bien faire en les rendant grandes. Elles sont grandes, comme les autres pays européens, mais elles sont faibles. Une région, ça s'occupe de formation professionnelle, ça s'occupe très bien des transports ferroviaires et autres régionaux, de développement économique, mais à part ça, pas grand-chose. Les compétences de nos régions sont faibles et ce sont des nains par rapport aux autres régions européennes. Donc je pense que l'échelon régional, comme pendant de l'échelon national, doit être véritablement fortifié. Le département, je dis ça devant Alain Pichon et mes collègues de la Vienne, le département, c'est le couteau suisse de la décentralisation. On dit souvent que le député ou le sénateur est la relation de ceux qui n'en ont pas. Le département est le banquier de tous ceux qui n'ont pas de banquier. Les petites communes, les moyennes, les associations, la culture, le sport. Et on voit bien ici, un homme génial comme René Monory, pendant quelques années, il n'y a plus d'argent pour les routes, plus d'argent pour les collèges dans la Vienne, mais tout sur le Futuroscope, tout le monde rigole. Et aujourd'hui, c'est un immense succès parce qu'une collectivité locale et ses équipes ont su la mettre en œuvre. Il est aussi courant de se moquer de notre parcellisation communale. 35 500 communes. Mais est-ce qu'on fait attention au fait que dans une commune de 50 habitants, c'est le maire et son conseil municipal qui refont les chemins, que dans une commune de 200 habitants, c'est le maire laïque et communiste qui refait l'église tous les dimanches avec son équipe en maçonnant. Est-ce qu'on voit bien ce qu'apporte comme ressources et comme art de vivre ensemble cette force fabuleuse que sont nos 35 500 communes? Il faut espérer que l'on trouvera assez de candidats pour les prochaines élections municipales. Vous avez vu que la démissionnite a été aiguë pendant 6 ans et que ce qui est vraiment le fer de lance de la démocratie française et de la République, la commune, sortira de tout ça fortifié et qu'on remettra un peu à leur place des intercommunalités qui trop souvent sont intervenues en doublon et qui ont perdu de leur puissance, même si certaines ont des résultats fabuleux, je pense, dans mon département, naturellement, à ce que Claude Belot a fait autour de la ville de Jonzac. Un dernier mot pour l'État, en présence de notre préfet de région et du préfet du département de la Vienne. L'État a été abîmé par ces grandes régions. Si on prend l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, où nous sommes aujourd'hui, nous voulions en Poitou-Charentes, Jean-Pierre, moi et beaucoup d'autres, toutes tendances politiques confondues, on voulait aller avec l'Aquitaine parce que Bordeaux était pour nous la métropole qui comptait. Et dans la même nuit, c'est un ancien président de la République qui me l'a raconté, Poitou-Charentes s'est trouvé à 22h avec les Pays de la Loire, à 23h30 avec la région Centre, c'est-à-dire que notre fin
se situait au dernier échangeur autoroutier à l'entrée de Paris. On s'est retrouvé un moment également ballotté du côté du Limousin, et finalement, à 4 heures du matin, l'arbitrage a été fait. Poitou-Charentes avec l'Aquitaine, et comme personne ne voulait du Limousin, qui ne voulait aller ni avec l'Auvergne, ni avec la région Centre, on a rajouté le Limousin, ce qui nous fait plaisir, mais ce qui fait une région compliquée. La direction régionale de l'agriculture est à Poitiers, la direction régionale de l'environnement, faire plaisir à Ségolène, est restée naturellement à Poitiers, la direction régionale de l'agriculture est à Limoges, les services de notre préfet de région sont disséminés, et je trouve que l'État régional et départemental s'est au fil des années concentré autour du régalien, la police, la gendarmerie, les services d'incendie, et de moins en moins auprès du développement. Et une des bonnes réformes qu'a faites François Bayrou dans l'indifférence générale, c'est de redonner du pouvoir au préfet de département, de faire que l'État, au niveau départemental, puisse répondre aux demandes des citoyens sans passer par des directions régionales trop lointaines, qui elles-mêmes s'adressent à leur administration centrale, qui elles-mêmes s'adressent au cabinet pour être suivies par leur ministre. Donc nous avons besoin de rénover tout ça, pouvoir aux régions, aux départements, aux communes, pouvoir à l'administration locale, autour de nos préfets qui doivent être renforcés. On a créé une agence nationale de cohésion des territoires. On a mis 400 personnes avenue de Ségur, au lieu de donner 2 collaborateurs supplémentaires de qualité à chaque préfet sur le terrain pour aider les maires et les projets. Donc la démocratie française, elle est soignable. Le jour où nous aurons à nouveau une Assemblée nationale capable de diriger des majorités, de dégager les majorités, la démocratie française est soignable. Le jour où nous ferons enfin une grande politique de décentralisation. Tu avais commencé, Jean-Pierre, à le faire comme Premier ministre après le président Mitterrand en 1982, et notre pays crève de sa centralisation et de sa mauvaise organisation, et de ce fait, notre démocratie malheureusement souffre, et j'en suis tout comme vous très navré. Merci. Après le médecin qui nous avait mobilisés, c'est l'élu qui nous dit que notre démocratie est soignable, donc nous reprenons espoir. Le professeur de droit, les institutions, et donc voyons comment est-ce qu'on peut finalement essayer de sortir de notre crise, ce qui est une crise certes française, puisque aujourd'hui nous avons vraiment une impasse française due au fait, expliqué par Dominique Bussereau, du manque de majorité, le fait majoritaire étant le principe même de la Ve République, puisque l'élection du président de la République avec 2 personnes au second tour fait que c'est l'élection présidentielle qui génère une majorité. Et donc, sans majorité, on voit bien que la Ve République est malade. Pas de majorité à l'Élysée, pas de majorité à Matignon, pas de majorité au Parlement, alors que le principe majoritaire est le principe de fonctionnement général. Mais malgré tout ça, il y a quand même une internationalisation des difficultés, parce que c'est une remise en cause des élites. Donc, est-ce qu'il y a d'autres voies que la représentation et comme démocratie, et pour essayer de faire en sorte que le fait démocratique s'adapte à nos sociétés? Quelles sont les perspectives qui peuvent être générées? J'aimerais pouvoir vous répondre. Peut-être devrais-je laisser la parole à mon IA sur mon smartphone, qui serait sans doute beaucoup plus capable de donner des réponses. La première réponse que je peux vous donner, c'est que je ne suis pas juriste, mais historien. Et donc, a priori, plus à l'aise dans le passé que dans le futur. Mais néanmoins, effectivement, vous posez une question qui est essentielle, puisque on a bien l'impression aujourd'hui, avec cette tripartition et même cet émiettement du Parlement, totalement contre-intuitif par rapport à l'esprit de la Ve République, que nous sommes dans un système politique bloqué, et qu'aujourd'hui, ça, plus cette espèce de surprésidentialisation des institutions qui, pour beaucoup, évoque une forme d'autoritarisme républicain et qui a beaucoup nui à l'image d'Emmanuel Macron, a raison d'ailleurs. On est dans un système qui a oublié ses valeurs et qui a oublié ce qu'était justement la représentation. Alors, d'emblée, ce qu'il faut dire, c'est que la représentation, ce n'est pas la représentativité. Et dès la Révolution française, les révolutionnaires, ceux de l'Assemblée constituante, ne considèrent pas que leur assemblée doit être le décalque de la société française. Ça, c'est un discours qu'on nous vend, notamment à l'extrême gauche, la France insoumise et d'autres,
voir le Rassemblement national de l'autre côté, et qui ne correspondent pas à la réalité. On n'a pas besoin d'avoir à l'Assemblée, je le répète, l'image symétrique de ce qu'est la société. On a besoin d'être représenté. Et c'est ça la question. On a besoin que les aspirations des Français soient reflétées dans les débats parlementaires qui sont l'exemple, qui devrait être l'exemple du dissensus régulé, c'est-à-dire d'opinions diverses qui s'expriment et dans le respect des autres et qui conduisent éventuellement, c'était le souhait des premiers constituants, à une forme d'unité dans la prise de décision. Et paradoxalement d'ailleurs, les institutions de la Ve République que le général de Gaulle a conçues comme un affaiblissement du Parlement. De facto, il voulait rééquilibrer en faveur de l'exécutif et singulièrement du président de la République. Paradoxalement, ces institutions, à partir du moment où elles ont mis en place le fait majoritaire, à partir de 1962, c'est-à-dire la nécessité finalement pour un président de la République, pour gouverner, d'avoir une majorité à l'Assemblée, eh bien, finalement, elles ont réinterprété de manière cohérente ce que les premiers constituants avaient mis en place. Donc, cela veut dire qu'une représentation parlementaire bien conçue, c'est la seule manière de faire fonctionner le système, à condition de rééquilibrer ce système en faveur justement du Parlement. Vous savez, vous en avez entendu parler, vous l'avez vécu depuis un certain nombre d'années, depuis notamment la révision de 2000, depuis ce qu'on appelle l'hyperprésidence de Nicolas Sarkozy. On a eu des présidents de la République qui sont un petit peu pris pour des premiers ministres et qui ont totalement déséquilibré finalement le système. Et malheureusement, contrairement à ce qu'étaient les attentes des citoyens en 2017, et moi-même, c'est-à-dire que le président Macron allait un peu changer ce système, nous faire entrer dans un nouveau monde, rééquilibrer les pouvoirs, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que, au fond, pour Emmanuel Macron, le Parlement n'avait pas une très très grande importance. Et finalement, ses soutiens en ont été les premières victimes, y compris au moment de la dissolution. Alors, je ne suis pas là pour accabler la présidence d'Emmanuel Macron, mais pour dire que on nous vend aujourd'hui, et les Gilets jaunes par exemple, et en tout cas ceux qui ont instrumentalisé les Gilets jaunes, nous ont dit ouais, maintenant ce qu'il faut c'est de la démocratie participative, voire de la démocratie directe, comme au moment de la Commune de Paris. Alors les historiens qui ont étudié la Commune de Paris montreront qu'en dépit de la noblesse, et de la beauté même des sentiments qui les habitaient, ça n'a pas été un modèle d'efficacité, la Commune de Paris, même si ils ont été malheureusement massacrés par les troupes versaillaises. Quand ça a fonctionné, ce n'était pas du tout un modèle d'efficacité. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsque, précisément, on met en place cette démocratie participative, lorsque la société civile se met en branle? Ce qu'on voit de la société civile aujourd'hui, ce sont plutôt des minorités agissantes qui, en général, vont plutôt dans le sens de la déconstruction du positif, de la réforme. On parlait tout à l'heure de cette idée de la décroissance ou de l'écologie punitive. C'est plutôt dans ce sens qu'on voit s'exprimer un certain nombre de minorités qui, soi-disant, représentent la société civile. Donc la société civile, très bien, mais à condition, comme le disait Dominique Bussereau, la société civile, c'est nous, c'est vous, ce sont les hommes politiques aussi, à condition d'agir dans le sens de l'intérêt général, de la positivité, du dialogue et je dirais même de la modération. Une idée absolument aujourd'hui terrible à développer, mais qui me semble être à la base justement de la discussion démocratique. Donc, à mon sens, et pardon de dévier un tout petit peu du sujet qui a été lancé par Jean-Pierre Raffarin, le véritable problème aujourd'hui, c'est un problème d'engagement. C'est un problème d'engagement de tous les citoyens d'abord, dans la citoyenneté, le respect de ce qu'est être un citoyen, la connaissance de ce qu'est être un citoyen, qui commence par le respect de l'autre, et non pas par cette société d'hyper-individus, d'hyper-individualisation, de consommateurs de tout, d'ailleurs, de consommateurs d'école, de consommateurs de santé, de consommateurs de politique. Revenir à ce que c'est le sens de la citoyenneté, comme les hommes de la Troisième République avaient essayé de l'enseigner. Et ça a été tout un travail, d'ailleurs. Ça a duré des décennies.
et avec des résultats plutôt positifs à l'époque, qui ont permis de construire d'ailleurs le socle de notre démocratie parlementaire. Donc il y a ce problème d'engagement qui est fondamental. Engagement de citoyens, engagement dans les partis politiques, à condition que ces partis politiques vous proposent un horizon d'attente, comme ça existait par exemple dans les années 30. Dans les années 30, on a une crise de fatigue démocratique assez similaire à celle que nous vivons aujourd'hui, mais vous avez des horizons d'attente. D'abord, certains trouvent cet horizon du côté des totalitarismes, le fascisme italien, le nazisme allemand, le stalinisme. Bon. Mais vous avez aussi un horizon d'attente qui est celui de l'État-providence, qui se prépare dès ces années-là et qui va amener cette nouvelle phase de la démocratie sociale telle que nous l'avons connue après 1945. Vous avez un horizon d'attente peut-être paradoxal, mais qui est celui de la gouvernance exécutive, car dès les années 1900, vous avez un certain nombre d'hommes politiques, y compris d'ailleurs Léon Blum, dans ses lettres sur la réforme, qui annoncent finalement ce que sera la Ve République, où le pouvoir sera rééquilibré vers l'exécutif. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, cet horizon d'attente, cet horizon d'espérance, que l'on pourrait arrimer par exemple à l'utilisation de l'intelligence artificielle, que l'on pourrait arrimer à un grand projet de renforcement de l'Europe, cette Europe qui aujourd'hui est utilisée en général comme une sorte de bouc émissaire, de punching ball de toutes nos défaillances, ce pourrait être un immense et magnifique espoir, comme par exemple le manifeste des résistants de 1944, le manifeste européen, ou plutôt des résistances européennes, l'avait proposé. Bref, vous avez aujourd'hui cette absence d'horizon d'attente, cette absence d'engagement qui me semble mortifère. C'est mortifère, je le répète, pour les citoyens, c'est mortifère pour les partis, c'est mortifère pour l'élection, pour l'abstentionnisme électoral. Et vous remarquerez d'ailleurs que lorsque se proposent justement aux citoyens, aux électeurs, des horizons d'attente, y compris, regardez ce qui s'est passé au sein des Républicains, avec l'émergence de Bruno Retailleau, qu'on a entendu tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, vous avez un regain, vous avez quelque chose qui frétille là, chez les citoyens. Donc c'est ça qui manque. Beaucoup plus qu'apporter plus de démocratie participative, des conventions citoyennes qui sont quelque part des gadgets. Arrimer la démocratie participative à la démocratie représentative. Trouver des moyens de faire travailler ensemble le citoyen et l'élu, ça c'est bien, c'est une bonne direction parce que précisément ça stimule à la fois l'élu et le citoyen. Donc je pense que tout le monde doit être favorable à ça. Mais penser que la démocratie participative, qui, vous le savez d'ailleurs, n'est mobilisable que pour une partie de la population, ceux qui ont le temps, les moyens, les retraités, etc. Penser que cette démocratie participative va tout changer et d'un coup va nous faire aimer la démocratie, moi je n'y crois guère. En revanche, réhabiliter l'engagement, faire une pédagogie de ce que c'est qu'être un citoyen, trouver aussi, mais c'est lié, des figures d'incarnation. Car à chaque fois que la politique française, à chaque fois que la société française a fait un bond en avant, eh bien, elle l'a fait parce qu'il y avait des figures d'incarnation, des hommes qui étaient capables non seulement de libérer, de parler de liberté, qui étaient capables de protéger, des grands patriotes, et qui étaient capables aussi de faire rêver des prophètes. Gambetta, Clémenceau, De Gaulle, quand même 3 grands noms peut-être de notre histoire. J'y ajouterais d'ailleurs quelqu'un comme Pierre Mendès France, qui, au moment où il est au pouvoir, lui aussi joue ce rôle de prophète d'un monde nouveau. Eh bien, aujourd'hui, les prophètes d'un monde nouveau, on les cherche. On les cherche dans la vie politique. Pourquoi ? Parce que, je rejoins ce que disait hier Jean-François Copé lors d'un dîner, parce que précisément, ceux qui s'engagent aujourd'hui en politique, parce qu'ils n'ont pas la motivation et peut-être la connaissance de ce qu'est véritablement l'engagement citoyen, ceux qui s'engagent en politique n'ont pas justement ces vertus-là, ces vertus de protéger, de libérer et de faire rêver les citoyens. Ce ne sont pas les meilleurs qui vont vers la politique et qui font vivre la démocratie. Donc, mon attente aujourd'hui, plus encore que cette démocratie participative ou que cette société civile qui, au fond, n'a jamais cessé de participer à la politique, parfois même, vous le disiez tout à l'heure, de manière un peu gadgetissime, pardonnez-moi le néologisme que je viens d'inventer, j'en suis assez fier, mais cette démocratie, elle a besoin avant tout de l'engagement, je le répète, de l'engagement des citoyens à tous les niveaux, et elle a besoin aussi de figures, précisément, qui peuvent déterminer
engager cet engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, aujourd'hui, que l'incarnation me semble essentielle. On a cru la vivre, comme on le croit régulièrement à chaque élection présidentielle. On a cru la vivre avec Emmanuel Macron. On a été un petit peu déçus, puisque, en fait, de rêve, on a eu plutôt une gestion plutôt technocratique des enjeux. On espère qu'aux prochaines élections présidentielles, mais je n'y crois guère, on trouvera de nouvelles figures d'incarnation, si ce n'est qu'au fond, c'est à nous, les citoyens, de créer justement ces figures-là. C'est à nous, par notre engagement, et je ne vois pas d'autre solution, de réhabiliter justement la démocratie et de la transformer en horizon d'espérance. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Derrière tout ça, si on regroupe les horizons d'attente, l'incarnation et l'engagement, c'est pratiquement la définition du leadership. Et en fait, c'est les trois caractéristiques de la nécessité de leadership, parce qu'il n'y a pas de leader sans projet, il n'y a pas de leader sans incarnation, et il n'y a pas de leader sans capacité à engager les autres pour le suivre. Et donc, on voit bien que là, il y a quelque chose de très intéressant, notamment très intéressant dans la réflexion de voir dans les horizons d'attente. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être un horizon d'attente? Vous dites que l'Europe peut être un horizon d'attente. Est-ce que le spirituel peut être un horizon d'attente? Est-ce que dans la société, Monseigneur, on peut imaginer que les églises sont capables de faire en sorte que les citoyens retrouvent aussi le goût du spirituel, le goût, au fond, du bien commun, d'un certain nombre de choses qui concernent le vivre ensemble? Est-ce qu'il y a là des possibilités d'avenir? Est-ce qu'il y a un avenir qui pourrait même vous conduire à baptiser des robots? Ça, quand même, ce serait quelque chose d'intéressant. Il faudra convoquer le docteur. Alors, j'ai déjà béni les ateliers de robotique. Mais merci, Monsieur le Premier ministre, et merci de me donner la parole ici. Et pour répondre d'un mot déjà à votre question, oui, bien sûr, c'est un ressort essentiel de l'engagement religieux que de travailler à donner le goût des autres, à donner le goût de la fraternité. Ça fait de nombreuses années qu'avec Jean-Pierre Raffarin, nous réfléchissons ensemble à cette réalité de la fraternité. Peut-être que certains d'entre vous trouvent un peu incongru qu'un évêque catholique prenne la parole dans ce contexte, mais il me semble qu'il est important de nous rappeler qu'il y a une relation congénitale entre la démocratie et la tradition biblique. Et d'ailleurs, le discours de Mario Draghi, évoqué par Éric Scholl tout à l'heure, s'est tenu à Rimini, non pas dans n'importe quel contexte, mais dans celui qu'on appelle le meeting, qui est organisé chaque année par le grand mouvement catholique universitaire milanais, Communion et Libération. Alors, pour un chrétien, est toujours première l'action de grâce, la reconnaissance de ce qui est beau et bon. Et sans négliger, je vais y revenir dans un instant, la gravité des questions du temps présent, je crois important de prendre la mesure tout de même de tout ce qui va bien dans notre démocratie, de prendre la mesure de ce que Dominique Bussereau a appelé un art de vivre ensemble, et ce tissu dans notre pays de communes, d'associations, de paroisses, de mouvements confessionnels ou non, qui permettent que beaucoup de choses se passent vraiment au service du bien commun. Et comment ne pas évoquer d'ailleurs ici à Poitiers la figure de Saint-Martin, Saint-Martin qui a fondé une des premières abbayes de notre histoire à Ligugé, tout près d'ici. Saint-Martin, figure bien plus large que simplement l'Église catholique de partage, avec l'épisode de son manteau partagé, lui ce soldat romain d'origine hongroise aujourd'hui, dirait-on. Et puis aussi Saint-Martin qui a souhaité qu'en Gaule, à terme, personne ne soit à plus de 20 minutes à pied d'une église. Et la surabondance exceptionnelle de nos communes en France par rapport aux autres pays qui nous entourent est vraiment liée à cette histoire de Saint-Martin. Alors voilà, soyons déjà heureux et si j'ose dire, rendons grâce de cet art de vivre ensemble qui, bon an, mal an, permet que notre société puisse vivre. Mais cela dit, je ne crois pas qu'il faille sous-estimer la gravité de la crise contemporaine, crise politique dans notre pays très aiguë en ces jours,
et qui peut conduire à des débordements que nous savons bien devoir redouter, mais aussi crise au sens positif du terme. C'est-à-dire, nous sommes face à des enjeux tellement nouveaux, et de ce point de vue-là, je pense que la vigueur des interpellations de Laurent Alexandre est salutaire. Alors avec Laurent, nous débattons assez souvent, tous les deux, et puis parfois publiquement, et la rhétorique puissante de Laurent a au moins le mérite d'être extrêmement stimulante, de ne pas nous laisser aller à une vision trop reposante, trop reposée de la situation contemporaine. Et je ne sais pas si, Laurent, tu as vibré à cela, mais le pape Léon XIV a dit que s'il avait choisi ce nom de Léon, c'était pour être un peu le Léon XIII du XXIe siècle, Léon XIII qui réfléchit en chrétien avec Rerum Novarum, l'encyclique sur les choses nouvelles de la société industrielle, la manière de se situer dans ce monde qui a changé. Eh bien, comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous situer dans un monde qui a tellement changé et qui va tellement changer et de plus en plus vite avec la révolution de l'intelligence artificielle. Encore un mot de liminaire avant de donner quelques éléments plus structurants sur notre rapport de chrétien à la crise de la démocratie. Le thème de cette table ronde, c'est « Les sociétés civiles peuvent-elles sauver les démocraties ?» Personnellement, comme croyant, je pense que c'est Dieu seul qui sauve. Et au-delà de l'affirmation théologique, je crois qu'un des éléments salutaires pour la démocratie, c'est d'être modeste dans leurs propos. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faille attendre un grand soir de la société civile pour sauver les démocraties. Je ne suis pas sûr que la question soit de sauver les démocraties, mais de déterminer un certain nombre de pas en avant possibles qui permettent d'avancer dans la tâche de la démocratie en général, qui est de juguler, de limiter et la violence et l'injustice. Et je pense qu'une certaine mesure dans le propos n'est pas du minimalisme, mais au contraire, ce qui donne les moyens d'avancer vraiment. Sur la crise de la démocratie, je crois qu'il faut prendre le mal à sa racine et qui, du coup, n'appelle pas simplement une mesure par-ci, une mesure par-là, un peu plus de formation à ceci ou un peu plus de formation à cela. Profondément, la crise de la démocratie me semble résider dans une crise de la rationalité. Et pour nous, catholiques, c'est très important de faire l'apologie de la raison humaine. Et cette crise de la rationalité conduit à réfléchir ou à ne pas réfléchir par slogan, conduit aussi à cette violence extrême des rapports humains dans notre pays aujourd'hui, et ailleurs aussi, à ce débat, parfois exclusivement par réseaux sociaux interposés. Personnellement, je suggérerais bien, c'est un peu en dehors de mon champ, mais à mon avis, une bonne mesure démocratique, ce serait d'interdire toute communication officielle par X, par Twitter. Parce qu'il y a là une espèce on fait baisser en gamme le niveau de solennité d'une publication officielle et politique, et on entre dans cette espèce de raccourci organisé qui blesse la raison humaine et la capacité à réfléchir les problèmes en profondeur. Si en dépassant l'outrance, en essayant de travailler vraiment une mise en œuvre réfléchie de la question démocratique, il me semble qu'elle nous conduit à une question anthropologique et par répercussion éthique. Et je voudrais insister sur la question de la dignité humaine. Quoi qu'il en soit de tout, quoi qu'il en soit des performances technologiques, quoi qu'il en soit des éléments d'organisation, c'est la dignité humaine qui est première pour que la démocratie soit possible. Et cette dignité humaine, eh bien, il arrive, et je le dis très, très simplement, en assumant ce positionnement, que des transgressions éthiques, d'étape en étape, viennent l'atténuer. Dans un pays comme le nôtre, on voit que de plus en plus, on fait peu de cas du respect de la vie humaine, et les faits divers impliquant des jeunes, de ce point de vue-là, sont particulièrement saisissants. Et je crois qu'il y a une vraie relation entre les décisions proprement éthiques
et les questions sociales. Tout se tient, comme aimait le répéter le pape François dans sa grande encyclique sur l'écologie intégrale, qui n'est pas une encyclique sur l'écologie punitive. Et je crois que c'est de la pensée systémique, plus largement, Edgar Morin, etc., nous le montre bien, que tant que nous continuerons avec une espèce d'inconscience à enchaîner les mesures qui portent atteinte à la dignité humaine, il ne faudra pas nous étonner de voir la société se déconstruire. Il y a un déconstructivisme éthique plus ou moins conscient qui parvient à une déconstruction de la société. Le président de la République avait lui-même employé le terme assez vigoureux de décivilisation. En corollaire de cette question de la dignité humaine, il y a la question en fait du choix éthique de vivre ensemble. Je pense qu'une des questions essentielles aujourd'hui, c'est que, et vous avez, monsieur le professeur, évoqué la pensée individualiste, le fait que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui ne souhaitent pas vivre avec d'autres. Et que l'enfermement numérique de certains fait que le choix assumé de vivre en société n'est plus présent. Et donc il s'agit de revenir à la racine de cela pour pouvoir promouvoir une authentique fraternité. Un lieu très important pour cela, c'est évidemment le champ éducatif. Il se trouve que mes frères évêques m'ont élu il y a quelques mois pour être l'évêque qui accompagne, qui est responsable de l'enseignement catholique en France. Et donc je suis très attentif à ce que nous vivons dans nos établissements catholiques, nos 2 millions d'élèves et donc 1/5 des établissements scolaires français. Aujourd'hui, il y a en France, et je pense que c'est un élément de notre crise démocratique, on ressasse indéfiniment, avec des poncifs éculés, les refrains de la guerre scolaire d'autrefois, au lieu de conjuguer toutes nos forces pour répondre aux enjeux nouveaux de la crise éducative, aux enjeux nouveaux de l'éducation, qui sont le maintien d'un niveau suffisant, qui sont la capacité à faire vivre ensemble des enfants différents, et là je suis tout à fait en phase avec Laurent, le fait d'intégrer dans les enjeux éducatifs, pas uniquement par quelques gadgets dans les salles de classe, mais d'intégrer dans les enjeux éducatifs les métiers de demain et les questions nouvelles des progrès technologiques. Et dans ce domaine-là, je dois dire, pour devoir dépenser un peu de temps à discuter avec des rectorats sur ceci ou sur cela, je pense que nous enfermons dans des combats d'arrière-garde au lieu de nous fédérer sur les vraies questions de l'avenir. Et la démocratie, c'est aussi cela, prendre au sérieux les vraies questions de l'avenir. Et je voudrais terminer en disant un tout petit peu mot de la laïcité. J'ai dit hier soir à mon voisin, je crois bien sûr au bienfait d'une saine laïcité. Nous savons qu'elle s'enracine pour une part dans la tradition de l'Évangile. Mais il me semble que nous avons à trouver un moyen de cultiver cette laïcité de manière plus ajustée, là aussi dans notre pays, qui risque d'être repris par une partie de ces vieux démons, en essayant en cultivant la peur les uns des autres, la peur des religions comme telles. Je crois que les religions, à leur place, peuvent beaucoup apporter à la société tout entière, constituée de personnes qui croient et qui ne croient pas. Et j'aime beaucoup cette formule d'un grand rabbin qui avait représenté la confession juive à une convention sur la laïcité organisée il y a une quinzaine d'années par Jean-François Copé, où moi je représentais l'Église catholique, et il avait eu cette formule: la laïcité n'est pas une doctrine, mais un art de vivre ensemble. Et je crois que c'est une formule qui pourrait même être élargie. Aujourd'hui, je crois qu'il nous faut, avec sérénité, avec un vrai effort de rationalité, mettre tout en œuvre pour retrouver de meilleures manières de vivre ensemble. Merci, Monseigneur. On voit beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi je note que vous avez renvoyé aux propos de M. Montero tout à l'heure, que dans la démocratie, il y a cette idée d'avenir qui est aujourd'hui très important, et pas seulement le fonctionnement, c'est-à-dire que le fonctionnement en fonction de l'avenir, en fonction d'un certain nombre
d'horizon. Dans chacune de nos tables rondes, on veut avoir un peu un regard international. Donc on a demandé à Catherine Dumas, qui est vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, de nous faire tout. Elle rentre d'Inde justement sur la place des organisations non politiques, citoyennes, société civile, appelons ça comme on veut, mais dans l'établissement du bien commun, dans cette démarche collective, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le collectif recule quand l'individualisme avance. Donc, quelques mots rapides, naturellement. Cher Ma chère Jean-Pierre, Catherine. nous allons aller très loin en Inde, donc il me faut un petit peu de temps quand même. Je voudrais, bonjour à tous et à toutes, oui, apporter un éclairage sur ce pays qu'est l'Inde, ce sous-continent, à partir d'une mission sénatoriale que j'ai conduite en Inde au mois de mai, dans le cadre des relations bilatérales avec ce pays, des relations qui sont très bonnes, et dans le cadre aussi de sujets de défense, vente des sous-marins, des Rafales, et d'ailleurs il y a des choses qui vont bien dans notre pays, et je le redis devant Laurent Saint-Martin. Quelques données... Rendons grâce, donc. Oui, oui, c'est important. Quelques données démographiques. Bon, l'Inde, c'est aujourd'hui 1,450 milliard d'habitants, 18% de la population mondiale. On travaille beaucoup avec la Chine à la Fondation. En 2060, l'Inde aura 1,7 milliard d'habitants, la Chine 1,1 milliard. Je crois qu'il faut qu'on ait ces chiffres en tête. L'Inde, c'est le pays des contrastes extrêmes, une urbanisation très rapide face à des zones rurales qui sont souvent malheureusement très précaires. Également une coexistence d'une minorité très très riche. Dans les plus riches au monde, il y a des Indiens, avec malheureusement une majorité pauvre qui cumule des inégalités économiques, sociales, culturelles. Pour d'ailleurs votre information, 814 millions d'Indiens bénéficient aujourd'hui de l'aide alimentaire, donc c'est plus de la moitié du pays, c'est énorme. Alors du point de vue de la démocratie, l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde. Comment ? Par le nombre d'électeurs. Les élections législatives de 2024 ont en effet mobilisé 970 millions de citoyens, ce qui représente la plus grande participation électorale jamais enregistrée. Donc ça, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. Après, l'Inde, ce sont les forces de la société civile qui se déclinent de trois façons. D'abord, le rôle des acteurs sociaux, de la société civile en elle-même, du tissu associatif. Il est très très riche, les Indiens participent énormément. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'intellectuels, d'artistes, de mouvements sociaux. Tous sont très très impliqués dans la vie publique. Ils interviennent d'ailleurs dans des domaines très variés comme l'environnement, les droits humains, le développement rural, la lutte contre la corruption. Il y a un activisme qui est donc inspiré du gandhisme, qui est après renouvelé et modernisé. Inspiré du gandhisme, c'est-à-dire que l'action citoyenne se manifeste par des sit-ins, par des grèves de la faim, mais depuis 2020, de nouvelles formes d'action citoyenne, avec notamment une exigence croissante de transparence dans un contexte, il faut bien le dire, dans un pays où il y a beaucoup de corruption, l'Inde est 96e sur 180 dans le classement. Après, une presse puissante, c'est aussi une force de l'Inde, une force démocratique, 82 000 titres de presse, c'est quand même assez impensable, 400 millions de lecteurs quotidiens, les Indiens lisent tous la presse, achètent la presse, qui d'ailleurs n'est pas chère, 3 roupies. Cette presse, elle est accessible en plusieurs langues et elle est diffusée au niveau national, mais également régionalement. Il y a des médias numériques et des réseaux sociaux très, très utilisés, notamment d'ailleurs pour dénoncer des injustices et des abus de pouvoir. La presse agit vraiment comme un contre-pouvoir et elle soutient également des tas de figures engagées, des journalistes, des blogueurs, des avocats. Je voudrais aussi parler comme force de ce pays du pluralisme politique. 1687 partis politiques exercent le pouvoir en Inde à l'échelle de l'État et à l'échelle également fédérale. C'est donc énorme, les Indiens sont passionnés par la politique. Chaque État a ses propres partis régionaux, parfois dominants, et qui reflètent la diversité de l'État, c'est-à-dire une diversité qui est ethnique, une diversité linguistique, une diversité culturelle. Cette démocratie décentralisée, elle permet une représentation plus proche des populations locales.
Pour Gandhi, d'ailleurs, la démocratie devait être participative et partir à partir du bas, c'est-à-dire à l'échelle des villages, à tel point que dans la constitution indienne, aujourd'hui, il est inscrit que les conseils de villageois doivent exister et prennent part à la vie démocratique de l'Inde. Donc voici un tableau assez positif de cette force de la société civile en Inde. Après, il y a bien sûr des faiblesses dans le système et donc des défis à relever. Alors, la première faiblesse, je dirais, c'est la structure de cette société. C'est une démocratie par la caste. Tout est organisé autour du système des castes, 4 grandes castes avec énormément de sous-castes et également la caste des hors-castes, les intouchables. Les castes ont été abolies officiellement en 1950. Ceci dit, aujourd'hui, toute la société est faite autour des castes. L'appartenance à une caste, c'est un facteur de mobilisation politique. Quand vous rencontrez un Indien, la première chose qu'il vous dit, c'est à quelle caste il appartient, de façon à ce qu'on puisse bien identifier qui il est. Avec même des systèmes de quotas qui permettent, notamment aux intouchables, les plus faibles, d'être représentés en tant que caste. Un système de quotas également pour les femmes. Les femmes sont assez peu représentées dans la société politique, à tel point que la Chambre haute, en 2010, a créé un système de quotas pour qu'un tiers des circonscriptions législatives leur soit réservé. Je voudrais enfin parler des pressions. Il y a, et ça c'est une des faiblesses, des pressions exercées sur la société civile, notamment accentuées depuis l'arrivée de Narendra Modi en 2014, des ONG qui sont visées, des répressions indirectes avec différents types de procédures. J'ai personnellement rencontré Rahul Gandhi, qui est le chef du parti du Congrès, qui est le principal opposant, qui est le petit-fils de Madame Gandhi, qui disait qu'il était constamment harcelé judiciairement, que ses déplacements sont encadrés. Donc c'est assez compliqué. Enfin, par rapport à Internet, ce qui est assez fou, un blocage d'Internet qui intervient très souvent et qui vise à contenir les contestations civiles. Pour contenir la contestation, on coupe Internet. Donc vous le voyez, un certain nombre de faiblesses par rapport à cette société civile. Alors, pour répondre à la question, l'Inde, démocratie électorale, assurément. Démocratie par la caste, assurément également. Démocratie imparfaite, bien sûr. J'ai expliqué pourquoi. Pour toutes ces raisons, moi je voudrais dire, cher Jean-Pierre et cher Jean-François, j'encourage vivement la Fondation à placer l'Inde au cœur de ses réflexions dans les prochaines années, parce que l'Inde incarne à elle seule les tensions majeures que traversent nos démocraties, les enjeux de notre époque, de notre société, et, à mon avis, pourquoi pas des débuts de réponse aux questions qu'on pose et qui pourraient être intéressants de travailler. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Ce qui est très important dans cette vision aujourd'hui du monde, c'est qu'on a quand même avec les BRICS une organisation qui est en train de se solidifier. Et dans ces BRICS, il y a des régimes autoritaires, il y a 2 démocraties, le Brésil et l'Inde. Et tout ceci est en mouvement. Et là, ce qu'on a vu aujourd'hui avec Eric Scholl tout à l'heure, la présence de Modi le 3 septembre au défilé militaire chinois, c'est pas rien. Tout comme la présence de Lula le 9 mai aux côtés de Poutine, c'est pas rien non plus. Donc dans cette grande organisation des BRICS, il y a 2 grandes démocraties. Ces 2 grandes démocraties ont des compagnonnages aujourd'hui importants avec les régimes autoritaires. Donc l'Inde, c'est en effet d'ailleurs pour ça que la diplomatie française a fait en sorte que le Premier ministre soit invité le 14 juillet et tout ça, tout comme Lula, de manière à travailler ces 2 pays pour avoir une identité démocratique avec eux et pour ne pas les laisser disparaître. Mais c'est quand même très important parce que ça prend une place essentielle. En reprenant les propos du professeur Gary, je voudrais demander au docteur Laurent Alexandre, en conclusion de ce débat, comment on pourrait faire de l'IA une sorte d'horizon d'attente, tout comme vous le disiez tout à l'heure pour le dossier européen, parce qu'on voit bien que la mobilisation est très très forte, les mutations seront exceptionnelles, on a des changements qui sont existentiels, donc tout ceci va être assez bouleversant. Et donc, est-ce qu'on peut créer
avec cette vision-là, une attente, un projet politique, une pensée qui fait que l'IA devienne un grand sujet de société et qui puisse être quelque chose qui ne soit pas seulement une menace, pas seulement une technique, mais qui soit quelque chose d'essentiellement politique, puisque ça touche directement la vie. Là-dessus, je serais d'accord avec Mathieu, et nous avons très souvent débattu ensemble là-dessus. Il y a un enjeu philosophique et politique majeur autour de l'intelligence artificielle, et le débat politique dans les années qui viennent va tourner autour de l'intelligence artificielle. Parce que si on n'y prend pas garde, nos gamins vont être écrabouillés par l'IA, parce que la société va être transformée de façon radicale et non souhaitée, et puis parce que c'est aux politiques et aux citoyens d'arbitrer les grands débats sur ce que devient l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un dossier technologique, c'est un dossier politique. Quelle est la place de l'homme demain? Et les politiques sont irresponsables de ne pas se saisir du sujet. Et quand on dit que je ne suis pas terre à terre, je fulmine. Parce que le déni du politique me paraît très dangereux, malgré tout le respect et l'admiration que j'ai pour mon voisin de gauche. Donc, oui, c'est un enjeu politique majeur, et oui, c'est aux politiques, à la société civile et aux citoyens de se saisir du sujet. Et j'ai deux regrets. Que les politiques soient très cons sur le sujet et très technophobes, à quelques exceptions rares, très rares, et d'autre part que les citoyens ne s'emparent pas du sujet. Car, comme on en discutait avec le Premier ministre, les projets de la Silicon Valley sont bouleversants. Beaucoup d'entre vous pensent que l'intelligence artificielle est un outil, mais une très large partie de la Silicon Valley pense que l'IA n'est pas un outil, mais notre successeur. Ça pose un vrai problème sur la place de l'homme demain. Pouvons-nous exister et maintenir notre dignité? Et je suis d'accord avec Mathieu. Notre dignité ne dépend pas de nos capacités intellectuelles. Pouvons-nous défendre notre dignité par rapport au projet de la Silicon Valley qui est d'organiser d'abord la fusion entre nos cerveaux et l'intelligence artificielle avec les implants intracérébraux d'Elon Musk destinés à rendre nos enfants compétitifs face à l'intelligence artificielle, et dans un deuxième temps, après cet épisode d'hybridation, de fusion, d'organiser notre succession, puisque, je le répète, une bonne partie de la Silicon Valley, notamment les dirigeants de Google, pensent que la partie est perdue et que nous devons organiser la transition entre nous et nos successeurs, que sont les super-intelligences artificielles qui arrivent. Oui, tout ça, ce sont des enjeux politiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer du sujet. Il ne faut pas être en déni sur le sujet. C'est un sujet extrêmement grave. Notre avenir dépend de l'évolution de l'intelligence artificielle. Et les politiques ont beaucoup tort de se moquer de ce dossier. Tout comme d'ailleurs, ce dossier aurait tort de se moquer des politiques. Parce qu'en se moquant... J'ai dit que c'était un dossier politique. Puisque c'est un dossier politique, donc... le politique n'est pas toujours si con que ça. Donc, de temps en temps, il faut, comme le disait... Là-dessus, il est un peu rétrograde, monsieur le Premier ministre. Mais c'est autre chose que d'être con et rétrograde. Donc, je pense qu'on peut être rétrograde, mais pour cela, le voisin de gauche se voulait terre à terre pour ne pas justement être con. Voyez-vous, c'est quand même très, très important et je voudrais quand même lui dire mon sympathie sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur, Monsieur le Professeur, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher docteur. Merci de ce débat vivifiant et merci de ce que nous avons pu entendre avec force dans cette table ronde.